Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Merci. Bonne année, merci À vous d'être aussi, avec merci. nous. Économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Après avoir vu François Bayrou hier, le patron du MEDEF, Patrick Martin, dit vouloir parler financement par capitalisation. Oh là là, le vilain mot, à propos de la discussion autour des retraites. On sait que c'est un sujet tabou en France, la capitalisation, même à dose homéopathique. Et puis si ça existe à titre privé, on appelle ça l'assurance vie. Il a raison de vouloir en parler un petit peu, ça pourrait alléger la pression sur les comptes publics indirectement. Alors, d'abord, de façon paradoxale, la capitalisation existe, mais que pour les fonctionnaires, puisqu'il existe un régime de retraite. L'après-fonds au bénéfice des fonctionnaires, qui est un régime en capitalisation. C'est quand même assez cocasse de voir que ça existe pour, encore une fois, à la marge, mais ça existe pour les fonctionnaires gérés par les partenaires sociaux. Enfin, de mémoire, si je ne dis pas de sottises, l'après-fonds doit quand même gérer une cinquantaine de milliards d'euros, voilà. Donc ce n'est pas négligeable. La capitalisation, c'est un sujet tabou. C'est vilain, c'est américain, c'est ce que font les Américains. Alors, c'est un peu complexe, mais alors très vite, il y a deux grands régimes de retraite, la répartition et la capitalisation. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a aucun pays qui est sans la répartition. C'est-à-dire même aux États-Unis, le premier régime de retraite, c'est la répartition, qui est le premier poste de dépense du budget fédéral américain. Les actifs qui cotisent pour les retraités. Voilà. Donc, il faut savoir d'ailleurs que pour 60% des Américains, la principale source de revenus à la retraite, c'est la retraite en répartition du gouvernement fédéral. La capitalisation aux États-Unis, qui joue un rôle clé dans le financement des entreprises américaines, c'est l'essentiel de la retraite des 40% d'Américains qui sont assez riches pour avoir capitalisé pendant longtemps et d'avoir un complément de retraite en capitalisation qui est plus important que la retraite fédérale. Capitalisation, donc investie dans les actions sur les marchés financiers. Voilà, alors, pas seulement, on peut investir dans les obligations, bien sûr, les obligations, l'immobilier, mais vous avez raison, au démarrage d'un régime de retraite par capitalisation, on privilégie les actions. Sur la base d'une observation statistique, c'est que sur la longue durée, le rendement des actions est supérieur à toutes les autres classes d'actifs. Ouais. Alors évidemment, il ne faut pas se planter temporellement en achetant des actions en haut de cycle quand on doit les revendre en bas de cycle. C'est normalement ce que font les fonds de pension dans leur gestion. Ils prennent en compte les différentes classes d'âge qui vont partir à la retraite dans chacune des années qui viennent et ils doivent optimiser les compositions, notamment entre les obligues et les actions pour sortir des rendements corrects. Pour le privé, c'est tabou en France. Et donc pourquoi ils vont en parler là, le patron du MEDEF ? Alors qui sait que ça aboutira pas ? Je pense que c'est tabou parce que, par rapport à ce qu'on vient de dire, on imagine qu'on passerait de la répartition à la capitalisation. Non, c'est pas ça le sujet. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est tabou par la classe politique et les syndicats. Donc c'est pour ça que j'ai longuement expliqué que même aux États-Unis, la répartition est clé. Donc aujourd'hui, les retraites en France, c'est quasiment 15 points de PIB. Ouais. C'est plus du quart de la dépense publique. Si on allait vers un régime de capitalisation, d'abord, il faudrait constituer des fonds de pension, ça prendrait une génération. Et au bout d'une génération, ce qui est assez raisonnable de penser en fonction de l'effort d'épargne de long terme qui serait fait, on se retrouverait vraisemblablement, alors compte tenu des décès programmés des baby-boomers, on devrait à partir de 2035-40 avoir un poids des retraites dans le PIB qui va un peu baisser autour de 14 points. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est une composition de ces 14 points qui, si on mettait en place des fonds de pension pour le privé maintenant, les 14 points, au lieu d'être à 98% actuellement en répartition, on pourrait avoir 80% de répartition et 20% de capi. Donc déjà, quand on explique ça comme ça, on voit que ce n'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux. Mais ça aboutira à rien du tout. Enfin, voilà. Mais néanmoins, maintenant, prenons en sens inverse. En quoi ça serait bénéfique à la fois pour les comptes publics, publics, justement, c'est ce que j'allais dire. Et aussi bénéfique pour les pensionnés, les futurs pensionnés, pour les futurs Pourquoi ça serait bénéfique? D'abord, le rendement des fonds de pension a été très supérieur au rendement des
fonds de répartition, si on les analyse de manière capitalistique, le rendement des cotisations de retraite en répartition, quand vous cotisiez dans les années 70, on était à au-dessus de 10%. Donc, ce n'était pas idiot de s'opposer à la CAPI à l'époque. Si ce n'est que depuis 30 ans, la CAPI a un rendement supérieur à la répartition. Aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite, sur l'ensemble de ses cotisations payées dans toute sa vie, il a un rendement de 3-4% pour les ouvriers et de -5% pour les cadres. Hein, la répartition pour les cadres, c'est le pire régime en France dans les 40 dernières années. Donc si on mettait en place, comme je l'évoquais, les 20% de CAPI, mais ça ne peut venir qu'au bout d'une génération d'épargne, ce qui est intéressant pour nous, c'est cette génération d'épargne. Parce que pour verser, pour faire simple, 2 points de PIB de pension dans 25 ans, il faut accumuler de l'ordre de 15 fois plus, c'est-à-dire 30 à 40 points de PIB de capital. Pour pouvoir, à partir de ce capital, pour pouvoir verser les 2 points de retraite en CAPI. Or, dans la phase de constitution des fonds de retraite en CAPI, on investit essentiellement en actions. Et comme la France, dans les 15-20 années qui viennent, si par miracle on devait avoir un gouvernement stratégique de ce pays qu'on n'a plus depuis 30 ans, mais si on devait en avoir un, les fonds de pension seraient géniaux parce que ça nous apporterait le financement à long terme en actions dont on aurait besoin pour restructurer l'économie française. Mais Christian, certains vous diront qu'aujourd'hui il y a l'assurance vie, le PER, le PEA, et donc aujourd'hui la capitalisation, elle se fait à titre privé. Voilà, mais au travers de ces enveloppes-là. Si ce n'est que les horizons ne sont pas les mêmes. L'horizon typique d'un fonds de capitalisation, c'est une génération et demie, voire 2. Si vous êtes en construction des fonds de CAPI, vous pouvez même dire qu'il y a un horizon de 30 à 40 ans. Si vous prenez tous les instruments financiers que vous venez d'évoquer, en réalité, l'assurance vie, de facto, l'horizon est de 10 ans max, et les autres instruments, c'est à peu près la même chose. Donc l'intérêt des fonds de CAPI, des fonds de pension, c'est, pour faire simple, un triplement de l'horizon. Vous avez un autre avantage qui est que dans la réglementation européenne, les fonds de pension ont un traitement beaucoup plus favorable que les banques et l'assurance vie. Nos voisins européens, après on passe à autre chose, nos voisins européens, ils ont une dose de capitalisation, tout le monde a une base, un socle de répartition, mais il y a toujours une dose de capitalisation. Alors nos voisins comparables, le seul pays qui a un régime proche du nôtre, c'est l'Italie, où la répartition, c'est également autour de 95% des flux de pension. En Allemagne, la CAPI, notamment la CAPI d'entreprise, c'est 15 à 20% des flux de retraite. Le pays dans lequel la part de la capitalisation est la plus élevée, ce sont les Pays-Bas, où on est pratiquement moitié-moitié entre retraite en répartition et retraite en CAPI. Donc, quand on regarde l'ensemble des pays développés, la France, on peut considérer l'Italie aussi, mais la France, qui nous concerne particulièrement, c'est le seul grand pays qui a tout misé sur la répartition, dont j'ai rappelé tout à l'heure que pour ceux qui arrivent à la retraite maintenant, le rendement est dérisoire, voire négatif. Sur les retraites, on n'a pas vraiment compris ce que voulait faire François Bayrou. Il ne veut pas suspendre, il veut discuter, et puis après on verra éventuellement des adaptations. Mais on sent que, c'est ce qu'Olivier Faure qui disait hier, il faut un budget à la France. Secrétaire général du Parti Socialiste, premier secrétaire du Parti Socialiste. On sent que les socialistes semblent ouverts à des compromis face à cette urgence budgétaire. S'il veut faire passer un budget, François Bayrou, il doit convaincre le PS pour ne pas être dépendant uniquement de Marine Le Pen. Alors, c'est une question politique et stratégique qui va très au-delà du budget. C'est une question centrale, puisque, nous le savons dans cette émission, la France s'adapte très très mal à la révolution technologique en cours depuis 30 ans. La croissance française depuis 20 ans est calée à 1%, 1,1, alors que, on en a souvent parlé tous les deux, il faudrait une croissance de l'ordre de 2% pour désencalminer le pays et
favoriser la réduction des déficits, ainsi de suite, par la croissance. Il nous manque ce point de croissance qui changerait tout. Il nous manque ce point de croissance depuis 20 ans. Donc dans ce contexte, on évoque ce budget. Mais ce que je viens de dire, c'est-à-dire désencalminer la croissance française, je pense que ça va passer au 5e degré d'intérêt dans la discussion qui va avoir lieu. Ça va être une discussion totalement idéologique. Le PS va demander notamment à ce que le prélèvement forfaitaire passe de 30 à 33%. C'est comme un scalp, comme les Indiens, pour montrer qu'on a scalpé la C'est grave si le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, dividendes, intérêts, plus-value, passe de 30 à 33. C'est Éric Lombard, nouveau ministre de l'économie, qui disait que partout ailleurs, il était entre 30 et 35%. Oui. Donc, alors, nous avons le record du monde de la dépense publique. Nous sommes au top. Nous avons dans chaque catégorie d'impôts, nous sommes dans les 3 taux les plus élevés au monde. Donc vous pouvez en prendre un en disant il y en a toujours un qui est plus élevé que nous. Sauf que celui qui est plus élevé que nous, si on considère qu'il y a une dizaine de grandes catégories d'impôts, sauf que celui qui est plus haut que nous sur le prélèvement forfaitaire, il sera nettement en dessous sur tous les autres. Donc ça, c'est un très mauvais raisonnement. Donc c'est un raisonnement ultra politicien et pas du tout économique et stratégique. Et je réponds à votre question. Vous avez eu Mathieu Plane avant qui a bien expliqué que faire 0,8% de croissance sans baisse du déficit et dans une situation entre guillemets de médiocrité générale du système où personne les ménages ne dépensent pas, l'immobilier est planté, l'industrie est en régression alors qu'on avait parlé de réindustrialisation. Donc dans ce contexte-là, une dernière chose qui marche, c'est que l'épargne française finance le déficit en grande partie. Si vous envoyez ce message-là, j'ai presque envie de faire le parallèle avec les décisions qu'avait prises Hollande en 2012-2013, où il avait en partie bougé les paramètres sur la fiscalité des ménages au détriment des familles. Et puis, 10 ans après, on constate un affaiblissement de la démographie et de la natalité. Là, c'est pareil. Si vous passez l'IFU de 30 à 33%, on va dire, mais c'est que dalle. En fait, pas l'IFU, le FU. Le FU. Mais dans ce contexte, le prélèvement libératoire, c'est un signal d'intelligence stratégique, c'est-à-dire que c'est un signal qui montre qu'on a compris qu'on était dans un monde ouvert, ultra compétitif, et qu'un des rares trucs qui fonctionne à peu près en France, c'est encore cette chose-là. Ce dont j'ai peur aussi, c'est qu'on modifie à la marge l'IFI, sachant que même Marine Le Pen, c'est quand même le seul parti d'extrême droite au monde qui a une politique économique d'extrême gauche, puisque Marine Le Pen notamment réclame le retour de l'ISF, ce qui montre une incompréhension complète des mécanismes économiques. Donc, dans ce contexte où le PS plus LFI vont exiger un durcissement fiscal et où on a une extrême droite qui n'est pas favorable à l'économie, sauf pour les toutes petites PME, ce qui est souhaitable, mais il faut quand même que les ETI et les grands groupes se développent, sinon on va crever. Donc dans ce contexte, je suis très inquiet sur les ajustements que pourrait faire Éric Lombard et François Bayrou pour faire passer le budget. Notamment, je trouve que LR et Renaissance devraient jouer un rôle clé, ce qu'on appelle le bloc central, pour refuser toute modification du prélèvement libératoire et toute modification de l'IFI. Il y a quand même une introduction qui devrait suffire sur le plan fiscal dans le budget Barnier qui va être reprise par Bayrou, c'est le 20%, le taux minimum de 20%. Oui. Ça, je trouve que ce n'est pas une mauvaise innovation. Bon, c'est 2 milliards d'euros. C'est 2 milliards d'euros, il en faut 50 quand même. Oui, non, mais... Et d'ailleurs, c'est 50 milliards d'euros d'efforts. Si on parle d'égalité... Si on parle d'égalité devant l'impôt, ça suffit pour régler la question des inégalités. Il faut toujours rappeler dans ce pays où on ne parle que d'inégalités qu'après redistribution, la France fait partie des 3 pays dans lesquels les inégalités sont les plus faibles du monde. Et il faut également rappeler que les 10% de ménages ayant les revenus les plus élevés... Et 80%. Voilà, paient de
plus de 70% de l'impôt sur le revenu. Exactement. Donc ces chiffres, il faut quand même les rappeler en permanence. Oui, Éric Lombard, nouveau ministre de l'économie, qui dit 50 milliards d'euros d'efforts supplémentaires, donc c'est plus 60 de Michel Barnier, c'est 50, dont essentiellement, a-t-il dit, des économies. Ok, mais où hein? Oui, alors d'abord, c'est faux, puisqu'on met dans les économies les réductions de mécanismes, les réductions de mécanismes fiscaux qui font qu'en réalité, ce sont... On parle des allègements de cotisations salariales. Voilà, si on réduit les allègements de cotisations ou ce qu'on appelle certaines niches fiscales, c'est en fait des augmentations d'impôts. Donc, on avait déjà calculé, l'OFCE également, que sur les 60 milliards de Barnier, in fine, à l'arrivée, c'était plutôt 48 milliards d'ajustements. Dont 2 tiers de hausse d'impôts. Et dont 2 tiers de hausse d'impôts. Là, on parle de... Là, on ne sait pas. Là, on sait que c'est 50. Alors, on sait que c'est 50, mais très probablement, on va également terminer avec 70% de hausse d'impôts ou de baisse de niche fiscale et 30% de réduction de dépenses. Donc, essentiellement, des économies, c'est une formule d'estrade. Alors, les économies, si on applique le raisonnement OFCE, on annonce 50 milliards, donc l'ajustement sera de 40. Et si on prend 30% de 40 milliards, on va faire 10 milliards d'économies, c'est-à-dire l'épaisseur du trait, sur un budget qui fait... Enfin, le budget de la France, de l'État, c'est qu'une partie de la dépense publique, mais la dépense publique, en 2025, c'est 1700 milliards d'euros, donc on va réduire la dépense de 10. Plutôt qu'un mauvais budget, ne faut-il pas qu'il y ait carrément pas de budget? Encore une fois, Mélanie Montchalin, ministre des Comptes publics, dit que cette loi spéciale, elle ne peut être que transitoire, qu'il faut un budget à la France. Est-ce qu'elle a raison? Ou est-ce que ne pas avoir de budget, au final, c'est pas une si mauvaise solution? Alors, on serait tenté de dire, provoquons la crise en se contentant de la loi spéciale, ce qui pourrait être intéressant sur le plan politique. Mais quand on regarde uniquement sur le plan économique et financier, on a besoin d'un budget. Pourquoi ? Parce que certes, la France est à l'arrêt, mais il y aura bien 8 milliards d'euros de surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les boîtes, alors que s'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas cette surtaxe-là. Voilà, mais néanmoins, dans le budget, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la loi spéciale. Par exemple, dans le budget, il y a 3 milliards de plus pour la défense. Au niveau international, on est dans un tumulte stratégique majeur. On a besoin de renforcer la défense française. Il y a des mesures aussi majeures, puisque même si on réduit les niches fiscales, dans le budget, il y a la continuation de niches fiscales, même celles qui sont réduites. Donc si on n'a pas un nouveau budget, dans le budget également, il y a des mesures en faveur de l'agriculture. Oui, mais ça, c'est de la dépense. Moi, je vous connais, vous aimez les économies sur la dépense. Pas de budget égal, calculé par l'OFCE, entre 15 à 18 milliards d'euros d'économies. Oui, mais ce seront des économies qui sont automatiques et pas structurées par une politique économique. Oui, mais il n'y en a pas. Dans le budget, on vient de dire qu'a priori, sur 50 milliards, il y aura 12 milliards, même pas. Oui, tout à fait. Si ce n'est que, bon, on pourrait se dire il va y avoir 12 milliards d'économies si on vote un budget et 18 milliards si on n'en vote pas, si ce n'est qu'il y a quand même des mesures de dépenses qui sont souhaitables sur la défense ou sur l'agriculture, par exemple. Sachant que le problème stratégique, il va au-delà. Le problème stratégique, c'est qu'il n'y a pas de réindustrialisation et que l'agriculture est à la dérive. C'était les deux mamelles de la France. L'agriculture, c'était des excédents réguliers de 10 milliards d'euros. On est en train de tomber vers 2 ou 3 et peut-être bientôt en négatif. L'agriculture française assurait la souveraineté alimentaire de la France, comme vous le savez. Sur les fruits et légumes, on est tombé à 50%. Sur la viande, on est tombé à moins de 80% d'autosuffisance. Ouais. Donc on a une agriculture française qui est en grande difficulté. Quant à l'industrie, il n'y a pas de réindustrialisation. Et il n'y a plus de désindustrialisation. Elle s'est arrêtée en nombre d'ouvriers, mais en 2025, à la fin 2024 et au début de 2025, on revient à une situation où on ferme plus d'usines qu'on en ouvre. Donc, notamment, le grand déficit dont on souffre, c'est une absence de vision stratégique. Réindustrialiser, c'est faire deux choses qu'on ne fait pas.
hein, parce qu'en fait, on nomme des politiques qui n'y connaissent rien dans les questions industrielles, donc on n'avance pas. Si vous voulez réindustrialiser, il faut des politiques de filière, un, et deux, il faut des politiques de plateforme. C'est quoi les plateformes? C'est des zones industrielles définies et préparées avec tous les traitements de dépollution et tous les investissements nécessaires en énergie pour pouvoir développer des entreprises. On voit un petit peu dans le Nord avec les batteries électriques. Très peu. Il y a Dunkerque qui a offert une dizaine de milliers d'hectares. Ouais. Mais si on veut réindustrialiser la France, il faut plus de 50 000 hectares. Or, les mesures prises en 2023-2024 par le gouvernement visent à libérer 2 000 hectares. Donc, par rapport aux 50 000 hectares nécessaires, on est très très loin. Bon, et donc à cette question, est-ce que François Bayrou, je reviens au point de départ, parce qu'il faut qu'on se quitte bientôt, est-ce qu'il peut réussir, Christian, à arracher un vote du budget en février ou en mars à l'Assemblée nationale? Oui, mais à quel prix? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors je vais vous répondre. Est-ce que oui, François Bayrou peut réussir? Je ne vais pas me faire d'amis, tant pis. Je pense qu'il va réussir en tactique politique, parce qu'il est malin. Mais il va le faire avec un certain nombre de reculs sur le budget. Je crains des mesures fiscales néfastes pour le pays. Il va le faire avec un budget qui, in fine, ne réduira le déficit qu'à la marge et essentiellement par des hausses d'impôts. Donc oui, je pense qu'il va faire voter le budget au mois de février, ce qui est plutôt une bonne chose si ça doit conduire à relancer un peu l'investissement et à réduire l'épargne. Mais ce que je crains, c'est que toute la politique de long terme que j'évoque, elle va passer à la trappe. Bon, on en reparlera d'ici là. En tout cas, merci de passer nous voir. Christian Saint-Etienne, économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, invité de la grande interview en direct et en replay aussi à revoir sur Boursorama. Merci. Merci, à bientôt et bonne année à nouveau. Bonne année.